Alors, c'est quoi, vous? Tu voulais faire un commentaire? Toi et moi, tu arrêtes de me parler là parce que j'arrive pas à concentrer. Non, parce qu'on a déjà introduit un commentaire. Apparemment, ce commentaire n'est pas encore prêt. C'était un commentaire qui concerne cette 71e édition de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais donc, plutôt, on va rentrer dans le vif de notre émission avec la partie débat. La partie débat, c'est très important aujourd'hui. Ça intéresse tous les Égyptiens, plutôt on peut généraliser quand même en dire tous les Arabes, puisque l'Égypte, c'est le plus grand pays de la région, avec l'enseignement égyptien qui est très connu, avec l'une des plus anciennes universités au monde, c'est l'université du Caire, qui existe en Égypte, avec des têtes qui ont été diplômés en Égypte, mais aujourd'hui où on est concernant l'enseignement. Ce dossier constitue une crise actuellement qui requiert plusieurs efforts coordonnés et des idées innovatrices pour réformer ce secteur qui souffre depuis assez longtemps. Les plus grandes lignes, les plus grandes questions, c'est il faut commencer par la formation du professeur, ou bien les établissements, ou bien les programmes, ou bien tout un système. Voilà. On a le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Mona Magdelani. Vous êtes directrice d'une école catholique en Égypte. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc on commence justement avec tout ce qui concerne ce secteur. Lorsqu'on parle des problèmes de l'enseignement, j'aimerais bien savoir votre vision. Comment voyez-vous ce problème? Vous êtes directrice d'une école catholique, c'est vrai, mais les écoles catholiques appliquent le système égyptien de formation. Ce n'est pas un programme international. Donc vous suivez comme les autres écoles dites catholiques ou religieuses, même ici en Égypte, le programme égyptien. Où on est aujourd'hui par rapport à ce programme? Wow. Grande question. Voilà. Permettez-moi d'abord de commencer par un extrait à lire, parce que il faut voir vraiment le volume du problème. Un sage chinois, il y a de cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier: si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre. Donc, ça a été écrit il y a combien de temps? Là, c'est un sage chinois et c'est écrit par Marx Dorismont. Et je souligne la phrase seulement: il suffit de détruire son système d'éducation et généraliser la corruption. Prenons le système d'éducation pour voir à quel point vraiment c'est important dans la constitution du pays, parce que c'est la jeunesse qui va tenir bon pour l'avenir. Ce qui se passe maintenant, en fait, c'est que le système s'aboite. Il faut que l'on voit ça clairement. Il y a plusieurs facteurs, et je vais survoler les facteurs rapidement parce que c'est le cas étudié et discuté dans les journaux, dans les médias et sur Facebook. Parlons d'abord du programme scolaire surchargé, parlons ensuite du système basé sur le par cœur, parlons après des effectifs en classe, parlons surtout du salaire médiocre des professeurs et après... Déjà que les autres fonctionnaires envient, donc, n'est-ce pas? Que les autres fonctionnaires de l'État envient les professeurs pour leur salaire. On envie les professeurs. Alors ça me revient la phrase de Merkel en Allemagne quand on lui a demandé, juges, médecins et ingénieurs, d'élever les salaires pour que ce soit équivalent au salaire des enseignants. Elle a répondu, c'est connu, je ne peux pas vous donner le même salaire que ceux qui vous ont enseigné. Donc ça, c'est le système en Allemagne. Pourtant, là, vous voyez le salaire des professeurs. Donc avec tout ce système-là, on arrive à ce que l'élève, il va sans sentiment d'appartenance à l'école, le prof sans motivation, et puis à la fin, les résultats, comme vous les voyez. Et en même temps, le programme c'était le numéro 1 que je dis. Donc, pour
voir des solutions à ça, moi peut-être je proposerai la solution de la Finlande, parce que la Finlande c'est le pays numéro 1 sur l'échelle mondiale au niveau de l'enseignement maintenant. Des courts-métrages nous ont montré les effectifs des élèves en classe, l'uniforme, donc l'élève va sans obligation de l'uniforme. Ça ne dépasse pas 15 élèves par classe. Le programme, il est prévu par les enseignants, mais il est fait par les élèves, il est construit par les élèves à travers des jeux, des activités ludiques et des projets. Le mot projet commence par les tout petits, donc il ne faut pas arriver au bac pour faire des projets, mais on peut le faire tout petit. Donc, mais si on va copier, entre guillemets, l'expérience finlandaise, il ne faut pas limiter sans voir les conditions du pays et le terrain, parce que c'est ce qu'on a fait actuellement avec le système d'examen de mi-semestre. Moi, j'ai été éduquée avec 3 examens par semestre. Je suis en bonne santé, je vis, il n'y a pas de problème. Actuellement, ça fait une dizaine d'années, on fait faire aux élèves un seul examen par semestre sur 3 mois, ce qui fait que l'élève n'étudie sérieusement qu'une fois. Est-ce qu'avant ou après, il y a des activités sérieuses qui font qu'il y a un développement intellectuel pour les élèves? Non. Il y a des activités, on leur demande de faire des recherches, mais les recherches sont notées et mises comme cadeau dans les notes scolaires. Pour souligner encore une fois ce problème de mi-semestre, pour le cycle préparatoire actuellement, la note finale est sur 50. L'examen de mi-semestre est sur 20. Les 30 autres points, c'est sur activité orale assiduité. On n'a vraiment pas le droit dans les écoles de mettre moins que la moyenne des 15 points, parce que la réponse et la réaction, c'est est-ce qu'il a été absent l'élève pendant tout le semestre? Est-ce qu'il a été vraiment mal élevé dans son comportement avec l'école? Sur quelle base vous êtes permis de lui mettre moins que 15 sur 30? Donc, obligation sur obligation doit mettre plus que 15. Vous voyez le problème? Si l'élève, il a 0 sur 20 dans l'examen de la mi-année, de la mi-semestre, et il a 30 ou même 25 dans les 30 autres points, il a déjà passé la moyenne sur 50. Il a réussi sans étudier. Donc on passe d'une phase à une autre et d'une année scolaire à une autre sans vraiment maîtriser le savoir avec cette surcharge de programme. Le problème, le comble, c'est au secondaire, donc la 3e secondaire, et ça vraiment c'est le point. Peut-être vous me permettez de jeter plus de lumière sur ce problème. Les classes sont vides, il n'y a pas d'élèves. Tous ils sont dans les centres où on fait des cours particuliers. Ben voilà. C'est vrai. Et là, problème financier pour les parents. Tout à fait. Problème de perte d'argent et de locaux pour les écoles. Nous, on a nos classes, on a nos professeurs, on a les cahiers de préparation, on a les visites d'inspection de la zone éducative, on n'a pas d'élèves. C'est-à-dire, on a des élèves, mais on n'a pas la classe, comme il le fallait. Professeurs. Pardon? Ni des professeurs. Si. Ils ne sont plus là. Si. Peut-être dans votre école. Oui. Mais je parle en général. En général, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, il y a des classes avec pancarte, 3e secondaire, mais donc, qu'est-ce que cette classe aurait pu faire et servir pour d'autres activités si jamais il n'y avait pas cette 3e secondaire à l'école ou si jamais il y avait la classe de la 3e secondaire? Ces inspecteurs qui se déplacent de la zone éducative pour venir faire leur travail gentiment, c'est du camouflage, c'est des mensonges. Parce qu'à la fin, les élèves ne sont pas là et les élèves touchent le savoir d'un autre lieu. Et merci d'avoir cité donc les centres de leçons particulières, parce que là, l'école perd son poids et son prestige sur le marché éducatif, parce que le parent d'élève qui rouspète à l'école parce que pourquoi cette note a été mise comme ça, pourquoi mon enfant a été traité comme ça, ou tous les droits, il n'ose pas poser une question au prof du centre
de leçons particulières. Normalement, voilà, il y a des défauts, il y a des lacunes. Lorsqu'on se met à mentionner un détail, on ne peut pas se laisser aller sans préciser exactement que ce détail a besoin d'autres détails. Pourquoi il ose reprocher au prof de l'école une note qui n'a pas été très bien, parce que déjà, on connaît bien que dans pas mal d'écoles, dans pas mal d'établissements, pas mal de professeurs, l'enseignement n'est pas au niveau voulu, c'est-à-dire pourquoi ils sont absents, parce que s'ils vont à l'école, d'autres familles trouvent qu'aller à l'école c'est une perte de temps, parce qu'ils n'apprennent rien à l'école, c'est une année décisive dans leur avenir, c'est-à-dire c'est tout un système. C'est-à-dire, c'est justement là où se trouvent les familles, on ne sait pas, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils doivent envoyer leurs enfants s'ils n'ont pas de bonnes notes? C'est-à-dire, apparemment, c'est tout un système. Mais je vous demande, vous êtes directrice d'une école privée, catholique, religieuse. Est-ce que vous avez une marge de flexibilité pour justement appliquer des programmes de créativité? C'est-à-dire, si vraiment vous avez 30 points que l'enfant doit avoir, ou l'élève doit avoir en tout cas, est-ce que vous avez le temps, l'imagination pour justement faire autre chose avec ces 30 points au lieu de dire de toute façon je vais lui donner 15 points, et pourquoi faire l'effort? C'est-à-dire, pourquoi je vous demande ça, c'est par rapport aux écoles publiques qui ont le même programme que vous et qui ont d'autres contraintes, un nombre plus élevé d'élèves dans la classe, des professeurs moins formés. Parce que normalement, les écoles religieuses, les écoles surtout catholiques, avaient justement je ne sais pas comment dire, mais cette marge de flexibilité pour jouer un petit peu avec le programme. Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Oui, tout à fait. C'est plus loin que marge de flexibilité, on rame à contre-courant. Parce qu'on le fait, bien sûr. Les activités existent, les activités parascolaires existent, les activités scolaires existent, les activités d'été. Les activités peuvent être relatives aux langues, tout comme au sport, tout comme aux arts. Donc ça existe et c'est ce qui fait l'appartenance des élèves envers les écoles. C'est vrai. Tout à fait. Oui. Mais au bout de ça on le fait parce que c'est notre mission, parce que c'est notre conviction et c'est à la base de la réussite des élèves. Donc, mais est-ce que c'est cela ce qui fait que l'élève, et c'est le système d'annotation que je discute à la fin, pourquoi pas séparer, pourquoi pas changer? Et pour changer, nous, on change dans cette marge de flexibilité dont vous parlez, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Ce que je voulais proposer, sinon le système de primaire préparatoire, pour le bac, pourquoi pas terminer la troisième secondaire avec un système tout comme la première et la deuxième secondaire? Pourquoi baser toute la carrière ou l'avenir universitaire de l'élève sur le pourcentage qui est basé donc sur tout le système dont vous venez de parler et les parents qui ne savent pas quoi faire, école ou leçons particulières, ici ou là, comment, argent. Disons que à la fin de la troisième secondaire, on finit par des résultats scolaires et que après qu'il y ait des années de préparation ou un semestre de préparation à l'université, comme en France par exemple. Et au bout de 3 mois, l'élève qui veut intégrer la médecine ou intégrer la pharmacie et pharmacologie, et ses résultats, oui, ça va, non, ça ne va pas. Parce que, soyons francs, est-ce que les programmes universitaires ont une relation claire, nette et précise avec les programmes de l'école? Pas vraiment, ou dans certains cas, pas du tout. Donc, finissons l'école en tant qu'école, et puis voyons la carrière universitaire. Au lieu qu'il y ait dépression en troisième secondaire, au lieu qu'il y ait suicide, au lieu qu'il y ait leçons particulières, au lieu qu'il y ait classe vide. Donc, j'aimerais bien parler du sujet en général. On est tous d'accord, au moins nous, tous les trois, que l'enseignement en Égypte a besoin de beaucoup de travail. Là, la première question, pourquoi on ne prend pas un exemple d'un autre pays qui est très réussi dans ce domaine? Ça, c'est la première. Et deuxièmement, comment améliorer les conditions de tout ce système? Je parle établissement, professeurs, etc., etc.
Pas l'exemple de la Finlande, parce qu'il ne faut pas exagérer, aller trop loin. Malaisie, c'est pas très loin de Turquie, c'est-à-dire il y a pas mal. La France, le Liban. Pourquoi aller plus loin? Le Liban est très réussi dans son système scolaire. Des pays quand même qui ont achevé un certain succès dans tous les domaines de la vie. Et dans une période très très courte. Le Brésil, par exemple, au bout de 10 ans, ils ont fait un boom, quoi. En fait, je ne suis pas très au courant du système du Brésil, mais je peux vous dire qu'à travers mes études de master avec l'université Saint-Joseph à Beyrouth, j'étudie de près comment ça se passe au Liban. Il suffit de savoir que pour les élèves libanais au bac, au lycée, ceux qui veulent intégrer le système français, ils sont obligés de faire les études du lycée libanais, donc avoir le bac libanais en même temps le bac français ou anglais ou américain. Donc là, trop tôt, on commence à décrocher de notre culture, de notre patrimoine, de notre enseignement égyptien, et certaines vont vers l'anglais, le français, l'allemand. Donc le système libanais, il est à prendre en considération. Sinon la France, sinon, comme vous le dites, Brésil, sinon... Et puis la Finlande, c'est pas loin. C'est pas loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Pourquoi c'est loin? Pourquoi c'est loin? Parce qu'ils ont justement ce luxe, c'est-à-dire un nombre très minime d'élèves par classe, parce qu'ils ont les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Voilà, ça c'est premièrement. Ils sont bien payés parce qu'ils ont de l'argent. Encore une fois, nous n'avons pas l'argent, c'est-à-dire on ne va pas très bien payer le professeur. Oui. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les limites? Au moins les programmes. Est-ce qu'on peut changer les programmes au moins? C'est-à-dire, parce que... Bien sûr. Au moins... Non mais... On peut tout faire, mais permettez-moi de mettre vraiment entre parenthèses, pourquoi pas revoir les salaires des professeurs, parce que ça commence par là. On ne va pas se bâtir des châteaux en Espagne en disant on va demander aux professeurs de faire comme en Finlande, mais dans une classe de 80 élèves ou même plus. Mais il faut que le prof soit convaincu de ce qu'il fait comme source de vie, parce que sinon ça va être... Bon, pour moi c'est une passion, mais pour d'autres c'est une passion. Est-ce qu'on peut garantir ça au niveau de tous les enseignants au niveau de la République? Reste un peu pour le plaisir quand même. Et donc, merci, c'est le mot-clé. Donc, c'est le plaisir. Si on parle du plaisir, on va arriver, parce que vous trouvez, et dans des écoles gouvernementales, et dans des écoles privées, catholiques ou d'investissement, vous trouvez les profs qui ont cette passion-là et qui trouvent du plaisir à enseigner en classe. Ce prof, il enseigne le matin en classe, il suit ses élèves pendant les récréations, il a ses élèves à travers des groupes de WhatsApp ou de Facebook, il les voit pendant les congés pour peut-être améliorer le niveau ou faire des activités, mais il y en a combien ce prof? Donc c'est ça. Très rare. Voilà. Donc, là, j'ai une question, parce que on sait que au début du XXe siècle, jusqu'à peut-être 60 ans ou quelque chose comme ça, l'enseignement en Égypte était très remarquable. On a eu Naguib Mahfouz, on a eu Ahmad Zouroul, on a eu, etc. Des savants dans tous les domaines. Oui. Aujourd'hui, je ne m'attends pas. Avec l'enseignement qui existe aujourd'hui, il faut être honnête. Là, qu'est-ce qui a changé? C'est l'Égypte, c'est les mêmes, je ne sais pas si ce sont les mêmes programmes ou pas, les mêmes têtes, avec beaucoup plus de moyens. L'enfant aujourd'hui a plus de moyens que Ahmad Zouroul, par exemple. Tout à fait. Et ça, c'est qu'est-ce qui a changé? On n'avait pas des livres tellement illustrés et coloriés quand on était enfant, on n'avait pas de CD, on avait, quand on trouvait une cassette, ça c'était... des livres de valeur, des romans, on avait un nombre beaucoup, c'est-à-dire on avait beaucoup moins d'élèves par classe. Je pense que ça faisait quand même une grande différence.
d'avoir une quinzaine d'élèves, une vingtaine d'élèves. Aujourd'hui, on parle dans la moyenne. Vous avez combien d'élèves dans chaque classe? De 30 à 40. De 30 à 40, oui. Voilà, dans une école catholique. À l'époque, c'est-à-dire lorsque nous, on a fait des écoles religieuses, on n'avait pas... On a besoin de faire une autre émission pour parler mieux parce qu'on n'a plus de temps. Vraiment, c'était trop rapide. Tout à fait. Et, je vous remercie, Madame Mona Magdenali. Je rappelle que vous êtes directrice d'une école catholique, religieuse catholique. Merci pour ces informations et ces explications. On espère vraiment faire une émission... les 2 heures de transmission en français. C'est vrai. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci, Dara. Merci à vous. Bonne journée à toutes et à tous.